Hello tout le monde, c'est Atreid, votre conseiller en investissement certifié en France, et on se revoit dans une nouvelle vidéo pour voir où est-ce qu'on en est sur le marché. Bitcoin a fait un nouvel ATH pas plus tard qu'hier, au niveau des 125 000 $ et quelques, et il a retracé hier pour ensuite continuer aujourd'hui sa petite performance. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va avoir un espèce de climax run comme celui-ci, c'est-à-dire une rupture haussière définitive et des prix qui vont s'envoler vers beaucoup plus haut? Est-ce qu'au contraire on va avoir une réintégration? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Le sujet de cette vidéo, il est un petit peu différent parce que maintenant qu'on est sur des ATH un petit peu partout, il est intéressant de voir si on est dans des zones qui sont surévaluées, que ce soit pour le Nasdaq, le S&P 500, le Gold, Bitcoin, quel actif justement peut être surévalué par rapport aux autres et lequel aura le plus de chances de se calmer avant que les autres puissent prendre le relais et avoir cette fameuse phase de blow-off top, c'est-à-dire vraiment un top où on accélère, où tout le monde est dans une phase d'euphorie et où le marché prépare son prochain bear market. On va commencer par traiter une question qui est assez intéressante et c'est l'origine de tout. Quand on parle de surévaluation, on peut dire oui c'est surévalué, mais quand on parle de quoi? Bitcoin contre quoi? Est-ce que c'est Bitcoin contre du dollar? Est-ce que c'est Bitcoin contre de l'or? Est-ce que c'est Bitcoin par rapport au Nasdaq, au S&P 500, etc., etc. Il y a aussi une autre composante qu'il faut prendre en compte, c'est la perte de valeur du dollar qui peut faire dire une histoire différente au chart. Si on prend par exemple le SP500, tu vois la charte du SP500, c'est hyper ascendant. Si on met en semaine, c'est encore mieux. On voit qu'on est vraiment sur une traîne ici qui devient vraiment parabolique et on est en train de battre des records sur records. On a encore fait un nouvel ATH pas plus tard que la fin de semaine dernière et on continue l'ascension. Et c'est vrai que quand on voit une courbe comme ceci, eh bien on peut se dire oui, on est sur une phase de blow-off top, les prix vont descendre, c'est surévalué. Mais il ne faut pas oublier une chose, le SP500 comme le Nasdaq qui est ici et qui a la même allure sont des indices composés de plusieurs entreprises. L'US 500 c'est 500 entreprises, le Nasdaq 100, l'US 100 juste ici, ce sont les 100 entreprises de la tech les plus capitalisées aux États-Unis. Ce qui est important de comprendre, c'est de ne pas prendre cet indice-là pour se dire ok, on est sur un ATH, donc on est forcément surévalué. Parce que regarde, quand on a fait des ATH, on a continué à monter extrêmement longtemps avant de plonger. Juste ici, par exemple, quand on a passé l'ATH de 2015, il a fallu attendre de 2016 jusqu'à 2018 pour avoir une chute. Puis ensuite de 2019 jusqu'à 2021. Ceci ne compte pas parce que Covid, c'est un événement Black Swan. C'est pas vraiment un bear market, c'était une peur de marché qui a amené à une chute. Mais il a quand même fallu attendre de 2018 à 2021 avant d'avoir ce fameux bear market, cette fameuse phase de blow-off top. Donc le résultat de dire on est sur un ATH et ceci est donc surévalué, il faut vendre, c'est pas forcément vrai. C'est d'autant moins vrai que si on prend la chart et qu'on la compare à la perte de valeur du dollar depuis certaines années, la chart ne serait pas du tout la même. Ici, je t'ai affiché justement ce que valait un dollar en 2007, juste avant la crise subprimes, et ce qu'il vaut aujourd'hui. Un dollar à l'époque vaudrait actuellement 1,56 $. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'une telle perte de valeur du dollar change drastiquement les charts si on ramène les charts à une valeur du dollar au niveau de 2007. Pourquoi? Parce qu'ici on est sur le graphique du SP500 contre le dollar. Et si justement on enlève au SP500 la même part que le dollar a perdu en termes de valeur, on aurait un SP500 qui ne serait pas à 6700 points environ, mais un SP500 qui serait environ aux 3000 points. Donc on ne serait pas du tout ici, on serait ici si le dollar avait conservé sa même force. Donc ça c'est un point qui est hyper important. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas le SP500 qui typiquement s'envole face à une paire qui elle ne bouge pas. On a non seulement une appréciation d'une paire face à une dépréciation de l'autre et donc ça monte beaucoup plus vite au niveau du graphe. On retrouve la même chose sur le Nasdaq, c'est le même principe. On peut retrouver la même chose sur Bitcoin, même si Bitcoin est un petit peu différent. Et ce qui est intéressant, ça va plutôt être de comparer cet actif à un autre actif qui lui n'a pas perdu environ 56% de sa valorisation, mais qui en a gagné à travers le temps, pour voir quel est justement les actifs, ou plutôt quel est l'actif qui accélère le plus vite et qui est le plus proche d'une phase de top avant les autres. Et pour ceci, on va prendre le gold. Le gold, là on le voit clairement, il y a une phase d'accélération haussière qui est assez énorme. Si on dézoome, on peut voir que cette phase n'est quasiment jamais arrivée, sauf ici dans les années 79-80, où tu peux voir que ici c'est pareil. On a eu une phase de consolidation juste ici, une méga phase d'accélération qu'on commence à l'avoir, une fin de marché haussier pour le gold, parce que le gold a des cycles de marché qui sont différents du marché action, qui sont différents du marché crypto, et donc ces cycles peuvent s'enchevêtrer les uns sur les autres, comme cette année 2025. Donc on a la même chose ici qui arrive sur le gold que la phase qui arrive à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a exactement la même chose. Phase de consolidation, quelques semaines de hausse dans ce qu'on appelle un climax run, c'est-à-dire qu'on ne retrace pas, on vit justement une période où on pète les plus hauts, de plus en plus haut, etc., etc. Et donc il va être plutôt intéressant de comparer par exemple l'ascension du SP500 par rapport au gold. Et quand on met l'un sur l'autre, la charte est totalement différente. Et là, on se rend compte de plusieurs choses. On est justement sur la charte du SP500 sur le gold, et ce qu'on peut voir, ce sont des choses
bien différentes. On retrouve ici le sommet de 2021, on retrouve ici le sommet de 2007, le sommet des années 2000 avant que la bulle éclate. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport au gold, le S&P 500 n'est pas du tout à un plus haut, n'est pas du tout à un niveau de surévaluation. C'est plutôt le gold qui est sur un niveau de surévaluation. On peut le voir, quand le graphique chute, ça veut dire que le gold monte beaucoup plus vite. Et les dernières fois que ça a bottom, c'était pile poil dans les zones dans lesquelles nous sommes. Ici en 2016, le gold avait accéléré, puis avait posé un top face au marché action, avant de décélérer vis-à-vis du marché action. Ici, même chose, 2020, juste avant qu'on ait cette fameuse phase parabolique sur les actifs à risque, le gold avait d'abord eu une pattern où il a accéléré très fort avant le marché action. Il a bottom dans les mêmes zones dans lesquelles on est maintenant, avant de retracer ou d'évoluer en tout cas beaucoup moins rapidement que le marché action. Et c'est pour ça qu'on a eu un retournement de la charte où on voit que les derniers bull market et les dernières fois depuis la crise des subprimes où on a marqué vraiment un top de marché pour le marché action, on était vraiment dans cette zone, et cette zone, on en est loin. Si on regarde un petit peu en termes de pourcentage, on est globalement sur du 37% à 55% de hausse pour le marché action par rapport au gold avant d'atteindre ces tops. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pas que le marché action va prendre 50% de sa valeur, c'est pas du tout ça, parce que quand le marché action va monter plus fort que le gold, on aura une appréciation d'un indice face à une dépréciation d'un autre actif, ici le gold. Donc du coup, les deux vont se compenser. Le gold pourrait par exemple corriger de 10% et le marché action prendre de nouveau 10% jusqu'à la fin de cette année. Eh bien, cette charte-là ne montrera pas que de 10%. Ça va décupler justement la montée parce que un actif prend 10% alors que l'autre en perd 10%. Et là, on monterait directement de 35-36% par exemple sur la charte. Donc ce sont des calculs qui sont un petit peu différents et un peu compliqués à prendre en considération. Donc ce qui est intéressant, maintenant qu'on voit ça par rapport au marché action, c'est de se dire très bien, cette charte ne suffit pas, il faut la corréler à la dépréciation du dollar, ok, il faut la corréler à un autre actif qui lui également a une phase de bull run, le gold. Et là, on voit typiquement que l'actif qui monte le plus vite et qui actuellement est beaucoup plus proche de zones de survalorisation, c'est bien le gold à l'heure actuelle. C'est pas Bitcoin, c'est pas le Nasdaq, c'est pas le SP 500, c'est le gold, et la même pattern que celle qu'on a vue il y a quelques vidéos se dessine. C'est-à-dire le gold qui part d'abord tout seul, qui fait quelques semaines hyper haussières et qui ensuite s'arrête, corrige au profit des actifs à risque, marché action, mais surtout marché crypto. Une donnée qu'on peut prendre par rapport au marché action juste avant d'aller sur le Bitcoin, c'est justement le marché. Ce sont les métriques par rapport aux données qui composent le marché action. Parce que tu le sais, à l'heure actuelle, la tech drive largement le SP 500 et le Nasdaq. Quand on parle de Nvidia, de Meta, d'Amazon, de Tesla, etc., ces immenses capitalisations, on sait que c'est elles qui tirent la bourre à tout l'indice. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de voir est-ce que c'est bien elle qui tire la bourre et tout le reste qui est encore sous-évalué, auquel cas on a une moyenne qui continue de grimper. Ou alors, est-ce qu'on a une majorité d'entreprises dans le SP500 qui, elles, sont surévaluées ou en tout cas ont des données de surévaluation? Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on compare ici cette image à ce qui se passe dans la réalité, ce sont justement le nombre d'entreprises qui ont ce qu'on appelle un price to sales ratio qui est au-dessus de 10. Et à l'heure actuelle, on a quasiment un tiers des entreprises du SP500 qui ont un price to sales ratio au-dessus de 10. Il faut prendre en compte une chose, c'est qu'il y a à peine 10-15 ans, on considérait qu'un price to sales ratio au-dessus de 4 à 5 fois était déjà surévalué. À l'heure actuelle, on est sur du 10 fois et un tiers quasiment sont dans cette zone de surévaluation. Donc on constate bien que effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises, pas que le secteur de la tech, qui ont des métriques qui augmentent et qui font passer le cours de l'action de ces sociétés dans des zones de surévaluation. Alors bien entendu, il n'y a pas que ce ratio à prendre en compte pour considérer qu'on est dans des phases de surévaluation par rapport au prix d'une action. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que, effectivement, comme je l'ai dit, c'est pas 10-15 entreprises qui tirent la bourre à 500, en tout cas à un indice composé de 500 boîtes, mais qu'on est bien sur un tiers, ça fait quasiment là 145 entreprises sur les 500 cotés au SP500 qui dépassent des price to sale ratio qui sont considérés comme surévalués. Donc je vous laisserai regarder ce que c'est le price to sale ratio, c'est pas tellement l'exemple de la vidéo, donc on va passer à autre chose. Au niveau de Bitcoin, ce qui est super intéressant, c'est que certes, on a une phase ici qui est clairement ascendante, ça c'est pas un problème, on peut le remarquer très rapidement. Nous sommes sur des plus hauts, on a vu dans la dernière vidéo, on a fait l'exercice, on pourrait avoir un top de marché qui va avoir lieu entre fin de cette année et fin du Q1 2026. Ça, c'est l'avenir qui le dira. On peut que constater les données qu'on a devant nous au fur et à mesure qu'on avance. Mais ce qui est intéressant, c'est cette charte que j'aimerais te montrer. Cette charte, elle vient de la chaîne YouTube Bravos Research. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, que tu peux aller voir, qui est en anglais. Si tu arrives à comprendre l'anglais ou tu mets les sous-titres, tu peux aller regarder. C'est assez intéressant. Ils sont en partenariat avec Bloomberg, donc Bloomberg a même plus à
à démontrer la véracité et le professionnalisme de cette boîte, et ils ont des calculs pour justement pouvoir apprécier la valeur de Bitcoin à travers plusieurs indicateurs on-chain, mathématiques, etc., ceux qu'on peut voir, hein, notamment le MVRZ ratio, d'autres choses, et ils ont relevé que justement il y a eu plusieurs fois dans l'histoire où Bitcoin était clairement sous-évalué par rapport à sa valeur réelle. Ici tu as le graphique et tu as ici en blanc la courbe de Bitcoin, juste ici en orange la valeur actuelle du Bitcoin, et l'autre droite qui s'enchevêtre avec, c'est la valeur réelle que Bitcoin devrait avoir. Et ce que Bravos Research a mis en exergue, et là ils ont totalement raison, c'est qu'il y a eu des périodes dans l'année, juste avant les périodes d'accélération haussière, durant lesquelles la valeur réelle de Bitcoin était largement supérieure à la valeur que Bitcoin avait maintenant. Il y a eu cette première phase ici 2020, juste avant le climax run du Bitcoin, ici en 2023, juste avant l'accélération haussière de Bitcoin, certes sur plusieurs mois avec des retracements, mais une grosse accélération quand même, et on peut voir qu'il y avait un écart ici qui était quand même assez important entre la vraie valeur de Bitcoin par rapport aux données on-chain et la valeur réelle du Bitcoin, le cours du jeton BTC. On a la même zone à l'heure actuelle où on a vraiment un retard de Bitcoin par rapport à sa valeur réelle. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir qu'à chaque fois que Bitcoin était en dessous, il a rattrapé son retard, et à chaque fois qu'il était au-dessus, il a compensé justement sa zone de forte surévaluation en revenant dans des zones beaucoup plus équitables. Et donc on a actuellement vraiment un retard sur Bitcoin. Ce retard, on l'a vu également, il est présent par rapport à la Global M2. La Global M2, tu connais, on va pas représenter l'indicateur, c'est l'argent qui est imprimé par les plus grandes banques centrales au monde, et Bitcoin est corrélé plus ou moins fortement à l'augmentation de la liquidité et le retrait de liquidité. Et ce qu'on peut observer ici, et ce qui a été relevé par à peu près tout le monde a raison, c'est que Bitcoin, si on suit le schéma des corrections, c'est-à-dire une montée ici, correction là, correction ici, montée, puis petite correction, montée, puis petite correction, et ensuite la grosse montée ici, on voit que Bitcoin n'a pas opéré cette grosse montée. Il y a eu une vaste correction juste ici qui a été plus ou moins anormale par rapport à la M2. Il y a eu un retard. Pourquoi? Parce que la M2, et ça je le redis, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui se créent qu'elle va forcément se déverser dans Bitcoin. Il n'y a pas que Bitcoin comme actif. Il y a le gold, il y a le SP500, il y a pléthore d'autres actifs, des métaux précieux et autres. Et forcément, la masse monétaire ne va pas aller que sur BTC. Et donc, il faut repérer où est-ce qu'elle va. Et actuellement, on sait qu'elle va sur le gold. Le gold finit sa phase de top, capitalise énormément d'argent. Il faut savoir qu'en à peine 3 semaines, il a gagné l'entier du marché crypto en termes de cap. Donc, on sait que l'argent va dessus. C'est pour ça que Bitcoin a du retard. Mais une fois que le gold aura fini sa phase de top, phase dans laquelle on est maintenant, à l'heure où je vous parle, eh ben, cette liquidité qui continue en plus de se créer, gentiment mais sûrement, tu peux voir, hein, il y a eu une petite correction ici, mais on a atteint des plus hauts, on est en train de consolider ici, et vu la baisse des taux qui devrait arriver, vu la fin du QT et d'autres choses dont on parlera dans les prochaines vidéos, on va normalement continuer à avoir une appréciation de cette courbe. Et donc, une fois que le gold aura fini sa phase de top, là, tout cet argent qui était là et qui n'a pas été déversé sur Bitcoin, eh ben, va aller sur Bitcoin avec comme conséquence un retard énorme, un rattrapage énorme du retard de BTC. Et ce rattrapage, on commence gentiment à le voir avec des bougies weekly comme ceci qui sont extrêmement fortes. Rappelez-vous, là on est lundi 6 octobre, mais dimanche, pas hier, mais dimanche d'il y a à peine une semaine, on était ici. On était aux environs des 108 000 $. Donc ça c'est énorme. En une semaine, Bitcoin est passé de 108 à 125 avec un nouvel ATH, alors que personne n'y croit. Donc il y a une force qui est énorme dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies, et une fois que l'argent qui est placé ici va commencer à ruisseler, non pas ici, ni ici, mais bien sur Bitcoin et les altcoins, ça va partir extrêmement vite. Ça va partir extrêmement vite avec des bougies qui sont de cet acabit-là, où en quelques semaines, sur Bitcoin, 3-4 semaines, on fait du 46, du 48, voire même du 50%. Et du 50% sur un prix à 120 000, je te laisse deviner jusqu'où ça peut aller, mais tout ça pour vous dire que je suis pas en train de call un Bitcoin à 180 000 d'ici le mois de novembre, même si c'est largement possible. Il y a de l'upside à venir dans une phase où Bitcoin est encore sous-évalué par rapport aux maîtrises qu'on a. Sous-évalué par rapport au prix réel qu'il devrait avoir aujourd'hui avec toutes les données qu'on a. Voilà, moi je m'arrête là. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi parce que cette semaine, on va voir beaucoup de choses qui sont hyper importantes pour pas que tu te fasses piéger sur ce qui va suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. C'était Atreides. Bonne journée. Ciao, ciao.